Donc alors, voilà où on s'était plus ou moins arrêté la dernière fois. C'était un exercice que je vous avais laissé comme devoir, où on voyait bien l'interaction entre ouais, deux composantes. Si on peut parler des composantes, il y en avait une qui était plutôt de type cubique et l'autre de type quadratique. Alors, ce qu'on va faire dans la suite ici, ben, c'est continuer de regarder des exercices. Je viens d'en préparer un pour aller un petit peu plus vite aussi. Qui sont des exercices différents et qui vont viser à essayer de vous montrer finalement quelles sont les meilleures fonctions ou les fonctions qui fonctionnent bien donc pour calculer des multiplicateurs critiques qui ne sont pas trop surestimés. On sait qu'on les surestime, mais l'idée c'est de les surestimer le moins possible. Donc pour faire ça, je prends un exemple qui est celui d'une double colonne dans laquelle on va retrouver une raideur en flexion EI. Donc ça, c'est une des composantes de déformation. L'autre composante de déformation, c'est une raideur en rotation de raideur K. Les unités, donc c'est des newtons mètres carrés, des newtons mètres pour K. Et donc en fait, on constate tout de suite qu'on a deux cas qui sont deux cas limites. Soit la déformabilité se produit essentiellement dans le ressort et on va avoir une déformée qui ressemble à ceci. Soit le ressort est très raide, et si le ressort est très raide, ben on va avoir une déformée qui ressemble à ceci. Dans le premier cas de figure, on sait que le multiplicateur critique, pardon, dans le second cas de figure, on sait que le multiplicateur critique, il vaut pi carré EI sur la longueur de flambant au carré. Vu que la longueur de flambant, c'est 2L, on devrait s'attendre à avoir environ 2,5 fois EI sur L carré, hein, puisque pi carré sur 4, c'est 2,5. Dans le deuxième cas de figure, c'est un cas qu'on n'a pas encore vraiment regardé, mais qui s'apparente en partie à l'instabilité de colonne qu'on avait déjà étudiée avant. Alors, il y a une chose aussi intéressante qu'on peut remarquer, c'est que si la raideur K est très petite, mais même si la raideur K tend vers 0, on s'attend à avoir un mécanisme. D'accord? Puisque si K est égal à 0, on a une rotule au milieu, on a simplement une chaîne qui est composée de deux éléments raides et d'une rotule entre les deux. Et donc là, la charge critique de flambement, elle doit être égale à 0, puisque déjà en configuration initiale, le système, il n'a pas de raideur. D'accord? Donc il suffit d'appliquer une toute petite charge pour que la raideur soit complètement compensée, qu'elle devienne nulle, et donc on arrive à une neutralité de la stabilité. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme composante de déformation? C'est surtout pour ça que je voulais faire cet exercice. Mais la première composante qu'on va choisir, c'est celle qui fonctionnera bien dans le premier cas limite. Vous voyez, sinus pi x sur 2L. Celle-là, elle marchera bien dans le premier cas limite. Et la deuxième, elle marchera bien dans le deuxième cas limite. Donc, j'ai écrit simplement ici interpolation linéaire. C'était pour faire simple. On n'a pas vraiment besoin d'expression analytique du V2. Donc je ne voulais pas dire que V2 est égal à une fonction si c'est plus petit que L, une autre si c'est plus grand que L, peu importe. De manière à ce qu'on puisse calculer comme d'habitude, dérivée première, dérivée seconde. Et là on a une dérivée première qui vaut 1 sur L en valeur absolue et une dérivée seconde qui est nulle, puisque la structure est composée de morceaux de droite. Ok, alors... donc comment est-ce que ça fonctionne? Comme d'habitude, on commence déjà à bien maîtriser ces exercices-là. On doit faire attention qu'on va intégrer ici sur l'entièreté de la structure, donc de 0 à 2L pour calculer l'énergie potentielle de déformation. On n'oublie pas d'ajouter le terme qui correspond à l'énergie à l'intérieur du ressort. Ok, donc je vous laisse regarder les détails et je crois qu'il n'y a pas de grande difficulté. Comment fait-on pour calculer l'énergie de déformation dans le ressort? C'est 1 demi fois K fois la rotation relative. Alors la rotation relative, elle vaut 0 pour la première composante, puisque la fonction elle est continue ici. D'accord? Donc la seule rotation relative qui apparaît, elle apparaît à cause du B fois V2. Donc ce sera la rotation relative au carré, ce sera B carré fois B carré fois V' de 2 au carré. D'accord? Donc le terme qui est là-bas, c'est V' de 2 au carré. En L. Et la rotation relative, combien est-ce qu'elle vaut? En fait, c'est ce qui est représenté ici, bien sûr, delta V'.
Mais donc c'est V' juste avant moins V' juste après, la pente avant moins la pente après. On voit qu'on a une rupture de pente. Donc c'est 1 sur L moins 1 sur L. Pardon, moins 1 sur L moins 1 sur L, donc moins 2 sur L au carré, 4 sur L carré. Ok, ceci explique l'expression qui est donnée là-bas. Si on développe et qu'on simplifie, c'est de l'algèbre, je n'y touche pas. On a un terme qui dépend de A carré, un terme qui dépend de B carré. Ça, c'est assez sympathique. Vous voyez qu'ici, on n'a pas de couplage à cause du AB dans ce cas-ci. Bon, la raison est simple, c'est que quand on a V2 secondes est égal à 0, et donc quand on calcule le EI fois V secondes au carré, ben en fait, on ne récupère que des termes en A carré. Et on n'a pas de terme en AB ou de terme en B carré. D'accord, donc les termes en AB pourraient éventuellement venir de là. Mais nous, on n'en a pas à cause de V seconde égale 0. Pour la partie 2, pour le mode 2. Donc tout ceci, c'est bien connu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer le travail des forces extérieures. Ok. Donc TE. Le travail des forces extérieures qui est moins W, le potentiel dont dérivent les forces extérieures. Donc là-bas, il n'y a pas de grande surprise, c'est V1' carré, donc AV1' carré plus, pardon, AV1' plus BV2' au carré. Donc si je l'écris ici, V' de X, 1V1' plus BV2'. Et c'est ça qu'on doit élever au carré de manière à calculer taux E. Et donc, on va y retrouver des termes en A carré, des termes en B carré et des termes en AB. Voilà. Alors, le terme en AB, V1', V2', mais vous voyez que, en fait, on devrait, normalement, c'était le seul à discuter. Le terme en A carré, on a l'habitude, celui-là, je ne le discute plus. Le terme en B carré, il est facile parce que donc on va avoir B carré fois V2' carré. Vu que V2' est égal à 1 sur L en valeur absolue, quand on l'élève au carré, ça nous fait 1 sur L carré. Ok, donc il n'y a pas de grande difficulté là-bas. Par contre, pour le dernier terme, on a un V1', V2'. Donc on doit intégrer sur deux morceaux, un coup de 0 à L et un coup de L à 2L. Mais alors, si on constate que la dérivée première, donc V1', est une fonction qui ressemble à ceci. Donc elle est antisymétrique ou impaire par rapport à la mitre V, et c'est la même chose pour la fonction V2'. Donc ça veut dire que ce qu'on va obtenir en intégrant de 0 à L, okay, plus et plus, va exactement être égal à ce qu'on a en intégrant de L à 2L. Moins par moins donne plus. D'accord? Donc, au lieu d'intégrer de 0 à 2L, je vais intégrer pour celle-là de 0 à L et multiplier par 2. Ok, je vous laisse faire l'exercice et regarder les détails. À un moment donné, c'est important de s'entraîner soi-même pour bien comprendre comment tout ça fonctionne. Et donc, tout calcul fait et toute simplification faite, on arrive à l'expression qui est donnée ici pour le travail des forces extérieures. Alors donc, on met ça sous forme de matrice comme d'habitude. La matrice K0, elle est obtenue à partir d'ici, en collectant le coefficient du A carré, le coefficient du B carré. J'ai introduit un paramètre K égale Kappa fois EI sur L pour simplifier les notations, ce qui permet de sortir devant le EI sur L cube. Ok, c'est assez sympathique parce que la forme de la fonction, de la matrice à laquelle on arrive, elle est beaucoup plus simple. On fait la même chose pour le travail des forces extérieures, okay, hormis le lambda. Donc il nous reste bien P sur L, fois le coefficient du A carré, le coefficient du B carré et le coefficient du 2AB. Alors j'ai sorti le 1,5 pour les mêmes raisons et je l'ai entouré de la même manière, pour les mêmes raisons que ce qu'on avait fait dans la correction du devoir. Okay, c'est le 1,5 en gris qui se trouve ici. Et donc, je reviens là où on en était. Oups, ici. Qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a fait ça? Calculer le déterminant de K0 moins lambda K sigma.
On a une expression qui est un tout petit peu compliquée. J'ai introduit la notation lambda bar, c'est la même chose que le bêta, je pense, de tout à l'heure, égale lambda p fois L carré sur EI. C'est quand même souvent les mêmes quantités qui reviennent. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On se rend compte qu'on a simplement à annuler le déterminant d'une matrice qui est relativement simple. Si on écrit le déterminant, on voit apparaître un polynôme caractéristique de degré 2, dont on peut calculer les racines. Ok, je vais représenter l'expression complète ici. On vous demande quand même souvent aux interros de calculer ce genre de racines. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça ne me paraît pas insurmontable. On a assez de temps pendant une interro pour faire ces quelques calculs, qui, une fois qu'ils sont résumés, vous voyez, tiennent en 2 ou 3 pages. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître que le lambda bar de kappa, c'est-à-dire le lambda PL carré sur EI. Ok, donc je pourrais le réécrire ici. Lambda PL carré sur EI. Il est égal à pi carré sur 4, c'est la symptote horizontale, quand kappa tend vers l'infini. J'ai mis simplement logique. Ben oui, c'est logique. Je vais expliquer ça tout au début. On a pi carré EI sur 4L carré. Dans le cas où kappa, c'est-à-dire la raideur KL sur EI, est très grande. Et par contre, dans l'autre cas, on retrouve bien lambda égale 0, donc une raideur qui est... une charge critique qui est nulle quand k tend vers 0. Ok, si kappa tend vers 0, ça disparaît, ça disparaît, ça disparaît, il nous reste pi carré moins racine de pi 4. Ok, et ça fait 0. Voilà. Et donc de nouveau, dans cet exercice, on a une interaction de deux phénomènes où, si on avait décidé de calculer uniquement avec le premier mode ou uniquement avec le deuxième mode, on aurait eu un coup quelque chose qui ressemble à ça, un coup quelque chose qui ressemble à ceci. C'est logique, si on avait décidé d'utiliser uniquement le deuxième mode, on aurait obtenu directement pi carré sur 4. C'est ce qu'on a fait dans le premier cours, tout au début, quand on calculait l'instabilité d'une colonne simple. Ok. Bon, j'espère que cet exercice, qui était un petit peu rapide, mais j'espère qu'il est plus ou moins clair. Je vous propose d'en faire un autre ou de passer peut-être à travers quelques autres exercices pour voir ce qu'on utiliserait comme fonction d'interpolation. Alors, j'ai sous les yeux ici le fascicule avec les énoncés. Je regarde s'il y en a qui sont plus sympas que d'autres. Alors, je vais les recopier. J'ai peut-être pas la même numérotation que vous, donc je vais recopier chaque fois l'énoncé. Vous les retrouverez dans les notes de cours. Le premier est quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc c'est une colonne encastrée avec une raideur qui vaut 2EI. Donc là, c'est encastré en base. On a une raideur qui vaut 2EI sur une partie et on a une raideur qui vaut EI sur une partie. On a une charge lambda P appliquée ici et une charge lambda P appliquée là-bas. Et alors on a aussi un déplacement transversal interdit là-bas. Ok. Bon, ce qui est intéressant surtout sur cet exercice, c'est donc de faire attention qu'on a une longueur L et une longueur L. Ce que je vous propose de faire, si vous voulez étudier cet exercice-là, c'est utiliser des sinus et des cosinus, ça ne va pas nous aider beaucoup. On sait bien d'ailleurs que si c'était la même raideur en flexion, on aurait une déformée qui ressemble à ceci. D'accord? Donc ça, on l'a déjà étudié. Et qui est plus compliqué à approcher avec des sinus et des cosinus. Pour quelle raison? Parce qu'on a une distance entre deux points d'inflexion qui correspondrait donc à une longueur d'onde dans le sinus ou le cosinus qui est égale à 0,7 L, qui est une grandeur qui est difficile de deviner à l'avance.
Si on a une raideur maintenant en flexion de 2 EI sur la partie inférieure du poteau, on doit s'attendre à ce que le poteau soit un petit peu plus raide et on doit s'attendre à avoir une longueur de flambant qui est encore plus courte. Alors vouloir paramétrer ça, donc le champ transversal en disant que c'est quelque chose du style A pi x sur K flambant fois L, avec K flambant un paramètre, ça va pas être évident. Parce que vous devez dériver ça par rapport à K. Donc ça, je le déconseille évidemment. Je déconseille toujours d'utiliser des fonctions qui sont aussi compliquées que celle-là. Donc à la place, ce que vous pourriez utiliser comme fonction ici, mais c'est une fonction cubique. Donc on pourrait utiliser une fonction du style v de x égale 1x sur L au cube, bx sur L au carré, cx sur L plus d. Alors qu'est-ce qu'on a comme condition limite? Mais il faut que le déplacement 0 soit nul, que le déplacement en 2L soit nul, et il nous faut que la pente en 0 soit nulle. Donc je regarde toujours d'abord les déplacements, puis je regarde les pentes. Donc la pente en 0 est nulle, et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. On peut éventuellement dire, si on voulait se le permettre de l'ajouter, c'est d'ajouter une condition faible, donc que v seconde en 2L est nul. Mais ici, évidemment, on ne va pas l'écrire, sinon on aurait un système qui est trop bridé. D'accord? Donc le fait que le déplacement soit nul en 0 nous dit que d est égal à 0, que la pente soit nulle en 0 nous dit que c est égal à 0, et il reste la condition que v de 2L est égal à 0. Donc ça veut dire que 1 fois 2 fois 2, 4 fois 2, 8, plus b fois 4 égale 0, et donc b est égal à moins 2a. Et donc la forme qu'on va choisir pour v, ce sera 1 x sur L au cube, moins 2 x sur L au carré. Et effectivement, quand x est égal à 2L, on voit qu'on a bien 8 moins 8 égale 0, donc c'est correct. Alors ici, on a un seul degré de liberté, donc on se ramène plutôt vers une méthode qui est une méthode de Rayleigh. Ok, et ça, évidemment, on sait que c'est beaucoup plus simple. Alors, on doit juste faire attention à quoi? Au calcul de l'énergie potentielle de déformation U. On doit séparer, puisqu'ici il y a deux composantes, il y en a une avec une raideur en flexion 2EI et l'autre avec une raideur en flexion EI. Donc on aura pour la partie inférieure EI fois 2 sur 2, l'intégrale de 0 à L, V seconde au carré. Et pour la partie supérieure, EI sur 2, l'intégrale de 0 à L, pardon, pas de 0 à L évidemment, de L à 2L. Je réfléchis à d'autres trucs en même temps. Ça ne va pas. V seconde de x au carré dx. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vaut la peine de faire tous les développements avec vous. Il faut que vous puissiez vous entraîner un petit peu. Donc, je vais peut-être continuer de faire les développements, mais faites une pause sur la vidéo. Essayez de vous entraîner. Je crois que c'est une bonne chose que vous puissiez vous habituer à faire ces exercices-là. Ok, donc faites une petite pause si vous voulez, comme ça vous pouvez développer ce calcul-là, vous entraîner, c'est une bonne chose pour l'interro. Donc le 1, on sait ici qu'on n'en a pas besoin, donc la dérivée première va nous donner 1 sur L, 3 x sur L au carré, moins 4 x sur L. Et la dérivée seconde, 1 sur L carré, 2 fois 3, 6x sur L, moins 4. Donc, disons, je vais mettre un 2 en évidence. Donc ça nous fait V seconde au carré, 4 sur L4. 4 sur L4 moins 4. 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 4 sur L4
EI sur... le 2, je vais peut-être le garder, tiens, allez. 2 EI sur 2 multiplié par... Ah non, je vais mettre un EI en évidence tout de suite. Donc on va avoir 2, parce que c'est le 2 EI. C'est le même 2 que celui-là. L'intégrale de V seconde au carré. Donc, mais je vais sortir évidemment 4 sur L puissance 4. Je dois primitiver 9x carré sur L carré. Donc ça va me faire 3x3 sur L carré moins 6x carré sur L plus 4x. Et ça, on doit le faire varier entre 0 et L. Et plus, donc EI sur 2, il reste. Le 4 sur L4, il reste. Et ensuite, on va avoir la même chose. Voilà. Alors, donc ça nous fait EI sur 2, 4 sur L4. Alors, il y a un L qui va apparaître à peu près partout. Hein. Donc, je vais déjà changer le L exposant 4 en L exposant 3. Donc, j'ai 2 fois. Alors, 3 moins 6 plus 4. Donc, ça fait 2 fois 1 plus... Là, non, je suis en train de me tromper dans les bornes d'intégration ici. C'est de L à 2L. De l'autre côté, je vais avoir 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 3, 24, moins 2 fois 2, 4 fois 6, 24, plus 2 fois 4, 8, moins 3, moins 6, plus 4 comme avant. Donc ça fait simplement moins 1. 24 moins 24, ça fait 8 moins 1, ça fait 7. C'est plus 2, 9. Et donc il va nous rester 1 demi, EI sur L cube, 4 fois 9, 36. On pourrait essayer de comparer ça à d'autres choses qu'on connaît. Ça vaudrait peut-être la peine de regarder ce qu'on a sur le poteau tout seul de longueur 2L avec soit une raideur en flexion EI, soit une raideur en flexion 2EI. Dans les mêmes exercices précédents, donc faites-le, vérifiez, et on devrait se trouver sur un résultat intermédiaire puisqu'on a une raideur qui vaut tantôt 2EI, tantôt EI. Ok, je peux essayer de retourner dans nos notes. Alors, bon, si vous, c'est frais dans votre tête, chez moi, j'avoue que l'axe du temps, il est un petit peu perturbé. Et je ne suis plus certain de pouvoir retrouver le même. Est-ce que c'est pas ça? Non, c'est qu'une parabole. Ah oui, mais on n'avait pas les mêmes conditions limites, évidemment. Donc il nous faut quelque chose encastré appuyé, donc c'est l'exercice intermédiaire. Mais je me demande si en fait c'est pas exactement le devoir qu'on vous avait donné. Ouais, tout juste. Et alors qu'est-ce qu'on avait pris? On avait effectivement pris une cubique à ce moment-là, et donc on devrait regarder la solution quand k tend vers l'infini. Si je prends la solution là-bas quand k tend vers l'infini, j'obtiens 30 EI sur L carré. Mais la longueur c'est L et chez nous c'est 2L. Ok, donc je reviens là où on en était. Si je sais que là on avait 30 EI sur L carré. Ok, c'est important que j'utilise la même fonction cubique, hein, c'est juste en guise de vérification.
Donc si je remplace L par 2L, ça va me donner 30 EI sur 4L carré. Et donc 30 divisé par 4, ça nous fait à peu près 7,5. Précisément même. 7,5. Et ici, on est à 18. Vous voyez, on est beaucoup plus haut parce qu'on a doublé le EI. Ça me paraît beaucoup quand même. J'espère ne pas m'être trompé. Malheureusement, j'ai pas, comme je disais hier, j'ai pas mes feuilles avec moi. Et il faut qu'on avance dans la matière. Je vérifierai tout à l'heure si j'ai pas fait de bêtises. S'il y en a, vous verrez apparaître du rouge dans la feuille. Et vous pourrez rigoler. Alors, le travail de force extérieure, taux E, lambda P sur 2, l'intégral. Non, en fait, je suis en train de calculer le lambda critique au lieu de calculer le U. Voilà pourquoi. Le devoir. Ok. Et si K est très grand... Ouais, en fait, c'est pas ça qui va nous aider. On pourra juste comparer les multiplicateurs critiques. Allez, c'est pas grave, j'avance. Je voulais essayer de valider entre les deux, mais c'est pas possible. Donc, on doit calculer le travail des forces extérieures. Ah, alors là, on en a deux. Vous voyez, c'était la question de Tom Renault la semaine dernière, ou il y a quelques jours. Lambda P sur 2, je vais considérer d'abord la première, ok, cette charge-là. Elle va travailler sur la longueur 0L. Donc c'est-à-dire que si je veux calculer le déplacement vertical du point d'application de cette charge, il ne va dépendre que des déformations transversales de la colonne sur la longueur 0L. Pourquoi? Parce qu'on a un point fixe en bas, ici, et qu'on doit intégrer à partir du point fixe. Donc c'est l'intégrale de 0 à L. Je peux peut-être calculer tout de suite aussi le V' au carré. Donc 1 sur L carré. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. Fois 2, 24. Et 16. Donc, je vais d'abord recopier l'équation générique. Ce sera plus facile. Et puis on remplacera. Alors on a une deuxième charge qui vaut lambda P. Et qui, elle, s'applique sur l'entièreté de la colonne. Et donc ça veut dire que le travail de cette force-là doit dépendre du tassement du point d'application de la force. Et le tassement du point d'application de la force, c'est quelque chose qui va aller de 0 alors à 2L. Donc ça dépend des déplacements transversaux de la colonne partout. V' au carré de x dx. Ok, et alors donc on est prêt maintenant, on peut remplacer. On va avoir lambda P sur 2. Je vais sortir le 1 sur L carré comme tout à l'heure. Ensuite, on va primitiver. 9 cinquième x sur L exposant 5 moins 6 x sur L exposant 4 plus 8 x 16 tiers, pardon. 16 tiers x sur L au cube. Ça, on doit le faire varier un coup entre 0 et L. Et puis, on doit faire la même chose qu'on va faire varier entre 0 et 2L. Oui, ça me paraît bien. Je vérifie toujours toutes les étapes pour essayer de limiter les risques d'erreur de calcul. Donc là, qu'est-ce qu'on voit?
Oui, sauf que c'est x exposant 5 sur L exposant 4. Hein, donc, il faut que je sorte un L de nouveau. Donc, au lieu d'avoir un L carré, là, je vais simplement écrire un L. Ouais, on peut faire comme ça. On se souviendra de l'origine. Donc, lambda P sur 2 fois 1 sur L. Ok, alors maintenant, il faut qu'on calcule ce qu'on a dans les parenthèses. Donc, quand x est égal à L, ça va nous faire 9 cinquièmes moins 6 plus 16 tiers. Je vais prendre une calculette. Ça nous fait 17 quinzièmes. Et donc moins 0, plus, alors maintenant 2 à la puissance 5, ça fait 32, fois 9 divisé par 5. Donc celui-là, je vais faire fois 32, celui-là fois 16 et celui-là fois 8. Donc 6 fois 16, je retire, 16, 3 et 8 fois, j'ajoute. Et ça nous fait 64 quinzièmes. Ça nous fait 81 quinzièmes. Ça nous fait donc lambda P sur 2, 1 sur L. Et 81 quinzièmes, ça nous fait en fait 27 cinquièmes. Voilà, j'espère que vous arrivez au même résultat. C'est une bonne chose. Et donc, simplement en égalant U et TE, c'est-à-dire moins W, hein, c'est une notation que j'ai introduite préalablement. On va pouvoir calculer le lambda P. Le 1,5, je sais que lui, il est là systématiquement, donc je vais l'enlever. Et ça nous donne lambda P 5 sur 27 fois 36 EI sur L carré. Ça fait 20 tiers. ,67 EI sur L carré. Alors maintenant, on peut éventuellement, donc, comme je disais, essayer de remettre ça en question. Alors on va comparer ça à des solutions analytiques qui sont connues. C'est aussi une question qu'on vous pose souvent à l'interro. C'est essayer de mettre un petit peu en lumière vos résultats par rapport à des résultats connus. Mais donc si je reprends ce résultat-là, où on aurait une longueur de flambement qui vaut 0,7 fois 2L, donc c'est-à-dire 1,4 fois L. Si on avait EI constant sur toute la hauteur, ben c'est pi carré EI sur la longueur de flambement au carré. Donc on aurait lambda P égale alors à pi carré divisé par 1,4 au carré. Ça nous fait 5,03 EI sur L carré. Si on avait eu par contre 2 EI partout en raideur, et ça nous aurait fait 10,06 EI sur L carré. Et nous, on a un nombre qui est entre les deux, ça ne me paraît pas tout à fait déraisonnable, et qui donc vient du fait qu'on a un 2 EI sur une partie de la structure. Okay. On sait bien aussi que la solution n'est pas exactement une cubique, la forme de la forme d'instabilité n'est pas une cubique, et donc on a une petite surestimation qui est inévitable. Voilà. Bon, je propose de continuer avec un autre exemple alors ensuite. On va en faire toute une série, hein. C'est important que vous puissiez vous entraîner. On va peut-être faire aussi des exemples des interros des années précédentes.
prends celui-ci après. On a un appui à rouleau là-bas. On a une charge critique ici qui vaut lambda P. Ici, on a une raideur qui vaut 2 EI. Là, on a une raideur qui vaut EI. Et on a des longueurs qui valent L et L. Et la question, c'est quelle est la charge critique de cette structure. Vous voyez qu'on se rapproche tout doucement de ce que j'avais utilisé en guise d'introduction pour le cours, qui était le cadre de lit. Je ne sais plus s'il est encastré ou rotulé. Et où on regardait, ou en tout cas j'avais utilisé en guise de motivation l'instabilité de cette colonne. On se rapproche tout doucement de choses qui ont l'air d'avoir du sens. Alors si on voulait comparer ça à des choses qui sont connues, bien en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Que si au lieu d'avoir sur la poutre ici horizontale, si au lieu d'avoir une raideur de 2 EI, si on avait une raideur de 20 fois EI, ou de 200 fois EI, ou de 1000, ou de 2000, ou de l'infini, en réalité, elle aurait offert une raideur en rotation au niveau de l'appui inférieur ici, qui est très très grande. Et on aurait pu assimiler la colonne à une colonne encastrée libre. De nouveau, pour laquelle la longueur de flambant vaut 0,7. La longueur de flambant vaut 2 fois la longueur. Okay, donc on se ramène à quelque chose qui est simple. Et pour laquelle on aurait eu une charge critique, lambda critique, qui est égale à pi carré EI sur 4L carré. Ok, donc ça c'est notre background. Okay, c'est important de pouvoir fixer toujours bien ses idées au clair quand on attaque un problème, que ce soit un problème académique comme celui-ci ou que ce soit un problème plus tard qui est un problème de la vie de tous les jours. C'est important de bien fixer d'abord le contexte. Et qu'est-ce qui se passe? La traverse, elle va apporter une raideur en rotation, mais qui ne sera certainement pas aussi grande, évidemment, que ce qu'on aurait eu si c'était parfaitement encastré. Okay, et donc, on peut se questionner sur l'efficacité d'une raideur aussi grande que 2 EI pour arriver à calculer, à stabiliser cette colonne. Okay, donc, si on gardait ça comme un paramètre, si on disait que c'était n fois EI, on doit s'attendre à avoir en fonction de n le multiplicateur critique, lambda critique fois P. Si n tend vers l'infini, on devrait s'attendre à avoir pi carré EI sur 4L carré. Et on devrait s'attendre à avoir quelque chose qui croît comme ceci. En effet, si n est égal à 0, il n'y a pas de raideur en flexion, et on se ramène simplement à un cas qui est celui-là. Donc ça, évidemment, c'est un mécanisme. Et donc, à l'autre extrémité, on a un cas qui est celui-là. Et nous, on voudrait savoir si 2 EI nous permet d'avoir un multiplicateur qui est malgré tout suffisamment grand. Est-ce qu'on se trouve plutôt là ou est-ce qu'on se trouve plutôt ici? Ok, alors, choisir des formes. Ici, on a une poutre. Il n'y a pas de raison, elle n'est pas comprimée. Je commence par l'écrire comme ceci. Élément non comprimé. Donc il n'y a pas de raison d'utiliser des sinus et des cosinus qui sont les solutions exactes quand on a quelque chose qui est rotulé aux deux extrémités. Ok, donc on va faire simple. On va prendre une cubique ou même une quadratique. Ok, simple. Je mettrai ici cubique ou bien quadratique. Je dirais par une parabole. Ok, pour l'autre, on aurait peut-être quand même envie de pouvoir capturer notre cas limite. Ok, c'est important de pouvoir capturer le cas limite. Et dans le cas limite, on sait bien qu'on a un cos avec une longueur d'onde qui vaut 2L. Donc dans ce cas limite, l'expression de la forme d'instabilité, vous vous souvenez, c'était 1 moins cos de pi x sur 2L. Mais en plus de ça, donc qui est la forme d'instabilité qu'on aurait dans ce cas-là,
En plus de ça, on devrait peut-être quand même pouvoir se tracasser du fait qu'il y a une rotation qui peut être une rotation importante en base. Okay, du fait que la poutre peut se déformer, comme ceci. Là, on a une rotation importante en base. Et en plus, autour de cette rotation-là, on va avoir une déformation transversale. D'accord? Donc on a de la flexion plus une rotation en base. Et donc j'aurais envie de dire que là, on va utiliser une combinaison linéaire des deux, okay, de manière à pouvoir capturer correctement nos deux cas limites. D'accord? Donc on va simplement lui dire que là, on a A, X, avec X, l'abscisse qui monte comme ceci, de manière à avoir une rotation plus B fois 1 moins cos pi X sur 2L. Okay, de manière à avoir quelque chose de vraiment très très simple. Et puis pour le deuxième, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait prendre... je vais remettre une cubique alors. Je vais mettre C x sur L au cube, D x sur L au carré, E x sur L et F. Voilà. Donc a priori, on a 6 paramètres, mais on a beaucoup de conditions limites et des conditions de continuité à imposer. Donc on va réduire le nombre de paramètres. Alors qu'est-ce qu'on a comme conditions limites? Je vais les appeler peut-être V1 et V2. Avec donc l'abscisse X qui part du bas. Ça, ce sera V1 de X. Avec l'abscisse qui part du bas. Et ça, c'est V2 de X avec l'abscisse qui part de gauche. Alors, donc il nous faut que, en termes de déplacement d'abord, V1 de 0 égale 0. Ça paraît clair que c'est satisfait puisque j'ai choisi mes deux formes de base pour avoir exactement cette condition, vous voyez. C'est déjà vérifié, donc là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux dire au niveau de la pente? La pente en V1, elle sera simplement égale à la pente en V2. Égale V2' de 0. Donc, je ne l'ai pas encore calculé, mais je vais devoir la calculer. Donc, V1', je vais les écrire ici. V1', ce sera A. Plus B, donc c'est une constante. Alors, la dérivée du cos, ça fait moins sin. Donc, plus B, pi sur 2L, sinus, pi x sur 2L. Je vais calculer tout de suite la dérivée seconde parce qu'on sait qu'on en aura besoin. Et alors la dérivée seconde de V, mais ça va nous faire 3C sur L, x sur L au carré, plus 2D sur L, x sur L, plus E sur L. Et la dérivée seconde, 6C sur L carré, D sur L carré. Donc ceci va nous dire simplement que si je remplace x par 0 dans la dérivée première, je vais avoir A égale E sur L. Ça aurait été peut-être plus futé, mais là seulement que je le réalise maintenant, d'écrire A sur X, AX sur L à cet endroit-là. Mais bon, peu importe, on remplacera A par E sur L, et ça nous fera E fois X sur L. Vous voyez, en fait, ça révèle ce qu'on aurait peut-être dû prendre plus tôt. Mais c'est avec l'expérience qu'on s'améliore et qu'on fait des meilleurs choix. Donc V1 de 0, on a dit que c'était égal à 0. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la colonne? On ne peut rien dire. On ne peut pas dire que le moment est nul à l'extrémité supérieure ou l'effort tranchant est nul à l'extrémité supérieure. Ce sont des conditions faibles. On ne peut rien dire sur la pente, on ne peut rien dire sur le déplacement. D'accord? Donc je vais aller voir à l'autre extrémité. Je vais aller chercher V2 de 0. Lui aussi, il doit être égal à 0. D'accord? Donc ça va nous dire que F est égal à 0. On sait que V2' en 0, on l'a déjà discuté, c'est la condition de continuité. On doit avoir V2
de L égale 0. Donc ça va nous donner que C plus D plus E égale 0. Et c'est à peu près tout. On pourrait ajouter quand même quelques conditions pour se simplifier un peu la vie, hein, parce que là, on n'a quand même pas simplifié beaucoup les choses. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 coefficients au départ, et je viens d'en supprimer 3 grâce à 3 conditions, donc il nous en reste 3. 3, c'est un peu too much. Ok, on va simplifier un peu la vie, et on va dire que V seconde de L est égal à 0. Ok, donc je bride un petit peu, si vous voulez, le problème. On sait bien que ce n'est pas catastrophique, on avait vu ça dans un autre exemple plus tôt. Et donc si je dis que V seconde de L est égal à 0, je reviens dans l'expression du V seconde. Donc ça va me donner, si C, je vais diviser par 2, hein, donc 3C plus D égale 0. Ok, donc on va avoir avec ceci D égale moins 3C. On va avoir E est égal à l'opposé de C plus D. Donc c'est-à-dire C plus D égale moins 2C. Donc E est égal à plus 2 fois C. Et A est égal à E sur L. Donc je vais dire A égale 2C sur L. Voilà. Alors, je regarde si j'ai la suite des opérations à partager avec vous. Ok, alors, donc C et D sont déterminés. Et il va nous rester simplement alors un système avec 2 degrés de liberté. Ok, donc ce que je propose peut-être de faire, c'est de continuer en gardant les notations identiques pour V1. Donc on va avoir V1 égale AX plus B fois 1 moins le cos de pi x sur 2L. Et on va avoir donc au bout du compte, c'est quand même toujours sympa de pouvoir résumer les fonctions qu'on choisit pour finir. Sympa pour le correcteur qui doit vous relire. Donc C, je vais remplacer plutôt les C en fonction des A. Ce qui est peut-être pas nécessairement le plus simple au niveau des notations, mais bon, voilà, on va faire avec. Ça nous donne V est égal à donc C 1 fois L sur 2 x sur L au cube D, ouais, je viens de sortir C, hein, je vais de le mettre en évidence, donc D c'est moins 3 x sur L au carré et E c'est 2, donc plus 2 x sur L. Voilà. Ok, je pense que ça me paraît correct. Ici, j'ai une solution à côté de moi qui n'utilise pas tout à fait les mêmes notations, mais qui ressemble en tout cas. Alors, on peut avancer ensuite, comme d'habitude. Une fois qu'on a nos champs, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'énergie potentielle de déformation. Là, on a 2 contributions à l'énergie potentielle de déformation. C'est la flexion sur la colonne et la flexion sur la poutre. Et donc, je vais écrire pour la colonne EI sur 2 fois l'intégrale de 0 à L de V1' carré de x dx. Et puis, pour la poutre, 2EI, ou bien n fois EI si vous voulez reconstruire la courbe complète, qui est la courbe du multiplicateur en fonction de n. Ok, je crois que ça ne devrait pas être trop compliqué de le garder comme paramètre si vous voulez. Fois l'intégrale de 0 à L de V2 secondes au carré de x dx. Je vous passe les calculs. J'ai le résultat ici. On a
EI sur 2 multiplié par... Alors dans la dérivée seconde, en fait on voit ici qu'on n'a que le b carré, donc celui-là il est relativement simple. Et là on a des c et des d, donc c'est relativement simple. Ils s'expriment tous les deux en fonction donc de... Les c et les d s'expriment en fonction de 1, et le b reste un paramètre indépendant. D'accord? Donc le premier terme nous donne pi exposant 4 sur 32 L cube fois b carré, je suppose, à comparer à ce qu'on a déjà étudié pour le poteau encastré libre quand on avait pris la solution exacte. Et ensuite, plus 6 sur L fois a carré. Et vous voyez qu'on retrouve des unités qui ne sont pas tout à fait les mêmes à cause des misères qui ont été introduites par le mauvais choix d'entrée, qui était celui-là. Mais bon, c'est pas trop grave. Le travail des forces extérieures, ce sera égal à donc lambda P sur 2. Qu'est-ce qu'on a? On a une force dont la point d'application, une et une seule force. Le tassement du point d'application de la force ne dépend que de ce qui se passe sur la colonne. D'accord? Donc il n'y a pas de raison du tout de vouloir intégrer... Une seconde. Il n'y a pas de raison du tout de vouloir intégrer le V2 pour calculer le tassement de la force. L'intégrale de V1' au carré dx. Et alors, ceci, tout calcul fait, de nouveau je passe parce qu'à un moment donné, on n'a pas besoin d'avoir tout le détail des calculs. Vous pouvez les faire vous-même si vous voulez pour vous entraîner. Ça fait lambda P sur 2 fois. Alors j'ai un A carré fois L plus 2AB plus pi carré sur 8L fois B carré. Ok? Et donc ça, on peut le mettre sous la forme AB fois... Alors, donc, il nous faut le coefficient du A carré ok, de toute évidence, c'est pas les mêmes notations. Donc le coefficient du A carré, j'ai un 6 EI sur L, moins le coefficient du A carré, ça va nous donner lambda P fois L. Le coefficient du AB, il n'y en a pas pour la première matrice. Par contre, pour la deuxième matrice, je vais avoir un lambda P. Okay, et le 1,5, comme d'habitude, je le ressors. Donc ce 1,5 là et ce 1,5 là, je ne les ai pas comptés. Je dois avoir... Sorry, avec un moins, puisque c'est moins le travail des forces extérieures. Ceci, c'est moins W. Je dois avoir... pour le dernier terme, le coefficient du B carré, et le coefficient du B carré, ça nous fait pi exposant 4 sur 32 L au cube, EI, moins lambda P fois pi carré sur 8 L, yes. Tout ça fois AB égale 0. Alors, donc, ce qu'on pourrait faire ici pour essayer de se rattraper un petit peu, c'est incorporer des coefficients pli-ploc par-ci, par-là. Regardez, donc si ça c'est de l'algèbre, ça demande de nouveau un tout petit peu d'exercice. Je corrige le mauvais choix peut-être de notation dès le départ. Ce que je vais faire, c'est introduire ici 1 sur L et 1 sur L. Pardon, 1 fois L, parce que 1 a les unités de 1 sur X. Donc si je mets 1 L, donc je multiplie 1 par L là-bas et par L là-bas. Donc c'est-à-dire que je dois diviser par L carré ici, L cube, L carré, donc ça va nous faire L cube ici,
et lambda P sur L là-bas. Je dois diviser par L ici et laisser le dernier inchangé. Et là, on récupère une forme qui est un peu plus propre, un peu plus correcte. Donc si on écrit que le déterminant de cette matrice est égal à 0, on va arriver à deux racines, dont la plus petite est lambda critique fois P égale 1,823 fois EI sur L carré. On pourrait calculer la longueur de flambement. La longueur de flambement pour cette barre, elle est telle que ça est égal à pi carré EI sur la longueur de flambement au carré. Donc la longueur de flambement est égale à pi au plein égale à pi. Ok, j'inverse simplement. Fois L divisé par la racine carrée de 1,823. Et ça vaut 2,33 L. Et donc on voit que la longueur de flambement est un petit peu plus grande que 2L, qui est la longueur de flambement qu'on aurait eu dans le cas d'un poteau simplement encastré libre. Et donc, vous voyez, effectivement, il y a de la complaisance, il y a de la déformabilité ou de la flexion dans le système à cause de la flexion de la poutre, mais elle n'augmente pas de manière drastique ou dramatique la longueur de flambement. Ok, donc une raideur de 2 fois EI, on peut considérer que c'est déjà une raideur qui est appréciable. En termes de charge critique, ici on a environ 2,5 EI sur L carré, et au lieu de 2,5, ben nous on est descendu à 1,82. Ok, donc effectivement, oui, on a bel et bien une réduction de la charge critique. On peut la quantifier en pourcentage. Mais ceci dit, la valeur de la charge critique reste encore appréciable. Ok. Allez, je passe encore à un exercice supplémentaire. Je ferai une petite pause juste après. L'exercice qu'on pourrait regarder maintenant, c'est l'exercice 10 peut-être ou 17. Qui est celui-là. C'est celui d'un portique très simple. Il est rotulé de tous les côtés. C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de raideur. Si vous avez des soucis avec la stabilité, de toute manière, c'est parce que vous êtes généralement en train de vérifier des stabilités de système qui sont un peu critiques. Donc le fait d'ajouter des rotules ici, c'est vrai que ça nous aide dans nos petits calculs à la main, mais si vraiment on doit faire des calculs comme ceux-là, c'est qu'il y a un système qui est fort instable. Donc on suppose qu'on a deux poteaux avec une raideur en flexion infinie. On a une barre ici avec une extensibilité axiale qui est infinie. Donc le déplacement horizontal des deux sommets au-dessus à gauche et au-dessus à droite sont les mêmes. Et il est soumis à une charge verticale qui vaut lambda P seulement en haut à gauche. On a une longueur L ici, on a une longueur L là-bas, une longueur L ici évidemment. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'on a dans ce système? En fait, on a quelque chose qui est en réalité pas fort différent. Si on essaie de nouveau au background, j'essaie de me rapporter à ce qu'on connaît. On connaît ceci. Lambda P, K, L. Et je me demande si on n'avait pas calculé un lambda P critique égal à K sur L. On pourrait revoir dans la théorie ce qu'on avait calculé avant, profitez-en pour le faire. Et nous, on a une structure, quelque chose qui ressemble à une structure ici, mais vous voyez que c'est un mécanisme. Alors, on n'a quand même pas quelque chose qui est fondamentalement différent de ce qu'on aurait obtenu si, qui est même en fait pas du tout différent de ce qu'on aurait obtenu si on avait eu ceci. Parce que la charge soit à gauche ou que la charge soit à droite, ça revient au même. Pour quelle raison est-ce que ça revient au même? Parce que si on imagine à quoi peut ressembler
la configuration déformée de ceci, puisque les colonnes sont infiniment raides en flexion, donc ça doit se déformer en ligne droite. Okay, donc ceci, c'est une ligne droite. Puisque la traverse est infiniment raide axialement, elle doit juste se translater. Okay, il y aura juste un mini déplacement delta ici qu'on va utiliser pour calculer le tassement et le travail des forces extérieures, mais c'est du second ordre. Et ensuite, on va avoir la même rotation sur la colonne de droite, puisque la traverse est inextensible. Et donc le tassement vertical de la charge ici, à gauche, est le même que le tassement vertical qu'on aurait eu si la charge avait été appliquée à droite. Et donc, je m'attends très honnêtement, quand on résout ce problème-là, je m'attends très honnêtement à avoir le même multiplicateur critique que le multiplicateur critique qu'on avait eu pour la colonne toute seule. Ok ? Ça n'a pas l'air d'être compliqué, on peut résoudre ce problème-là ensemble, puisque on a une rotation qui est une rotation et un élément qui est rectiligne. On va simplement prendre une abscisse x comme ceci et dire que v de x est égal à θ fois x. Alors on peut rentrer dans la moulinette tout à fait générale en disant v' est égal à θ, v seconde est égal à 0. Et ça, on l'a deux fois. On l'a deux fois. Une fois pour la colonne de gauche, une fois pour la colonne de droite. Idem pour colonne de droite. Et sur la traverse, on a un déplacement, mais attention, il est horizontal, hein, il n'est pas perpendiculaire à l'axe de la poutre. Traverse, attention, déplacement horizontal. Je vais écrire encore rigide. Donc, pas de U. Il n'y a pas de composante de déformation là-dedans. Okay, donc, en fait, la seule composante de déformation dans ce problème, elle vient d'où? Pas des colonnes, puisqu'elles ont un EI infini. Elle ne peut venir que du ressort en bas à droite. Donc, 1 demi K fois la rotation relative entre les deux extrémités au carré, θ carré. Travail des forces extérieures. Mais on n'a qu'une force qui est appliquée, lambda P sur 2, l'intégrale de 0 à L. De combien ça tasse? V' carré, θ carré dx. Je vous avais démontré ça tout à l'heure, ou dans un des autres cours, j'ai démontré ça autrement. Je crois que j'avais dit si on a un élément ou une barre de longueur L qui tourne comme ceci, avec un angle θ, on a une projection là-bas qui vaut L fois le cosinus de θ. Donc la longueur qui nous reste ici au-dessus, je crois que je vous avais dit que c'était L fois 1 moins le cos de θ. Et si θ est petit, ça nous fait L θ carré sur 2. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? C'est exactement la même chose. Hein. Donc, je ne vous ai pas menti. On a généralisé ça à n'importe quel V de x transversal pour calculer ce raccourcissement quand il est petit et au second ordre. Okay, donc évidemment, bien sûr, tout ça, ça se tient. Ok. Bon, alors pour avancer, est-ce que c'est tout ce qu'on a? Bah oui, en fait, c'est tout ce qu'on a. On doit juste maintenant égaler U et TE, ou bien U et moins W. Et donc, vous vous rendez compte qu'on va simplement avoir... oui, dans mon intégrale, évidemment, j'oublie un L. On va simplement avoir lambda P égale à K sur L. Ok, comme je le disais tout à l'heure, pas de grande surprise. Ok, alors ce que je vous propose de faire, c'est de jeter un petit coup d'œil maintenant à la question de l'interro de mars 2019, donc c'est celle d'il y a 2 ans. Et alors à l'interro de mars 2019, qu'est-ce qu'on avait? Quelque chose comme ceci.
un poteau encastré sur une hauteur h, qui était soumis à une charge lambda p. De l'autre côté, un poteau semi-encastré avec une raideur qui vaut k fois h carré, k en newton par mètre, de manière à ce que k fois h carré soit bel et bien en newton fois mètre comme d'habitude. La différence ici, c'est que EI est égal à l'infini. On a un truc qui est infiniment raide, alors que là, par contre, on a un EI qui est fini. Et elle est soumise à une charge lambda p. Et ces deux structures-là sont reliées entre elles par un ressort avec une raideur k. Ok, donc en fait, j'ai décidé dans cet exercice-là de connecter ou de coupler deux systèmes qui, indépendamment, sont simples, que vous connaissez bien, que vous avez étudiés. Et donc, je peux vous lire l'énoncé. La structure provisoire représentée à la figure est composée de deux colonnes reliées en tête par une barre de raideur k. La colonne de gauche est de raideur flexionnelle EI encastrée en base. La colonne de droite est supposée de raideur infinie, mais elle est encastrée seulement partiellement en base. Cet encastrement est modélisé comme un ressort de raideur k fois h carré. Vous avez compris que c'est le même k, évidemment, hein, c'est pour simplifier et limiter le nombre de paramètres. Les deux colonnes sont soumises à la même sollicitation, lambda p. La stabilité de la structure dans sa configuration actuelle est jugée trop critique et il est demandé d'augmenter sa stabilité. Augmenter donc ses multiplicateurs critiques. Pour ce faire, on voudrait déterminer l'influence du paramètre de raideur k sur les multiplicateurs critiques afin de déterminer si une augmentation de k est utile et si oui, dans quelle mesure. Donc en fait, on vous demande de calculer en fonction du paramètre k le lambda critique de k. Donc c'est-à-dire que dans le contexte, si vous voulez, ce poteau-là est un poteau qui tout seul ne fonctionnerait pas, parce que pas suffisamment bien. Si k est égal à 0, d'accord, on a un truc qui est instable là-bas, mais la colonne n'est connectée à rien du tout, et elle est toute seule pour supporter la charge de compression lambda p. Par contre, si k est suffisamment grand, le k ici, la raideur transversale ici va aider à stabiliser le poteau de gauche, pour autant que le poteau de droite soit suffisamment bien encastré en base. Et donc on voit que quand k augmente très très fort, eh bien on devrait arriver à une solution qui est vraiment très, très stable. Ok. Alors, question 1. Formuler un modèle de cette structure à 2 degrés de liberté. Bon, on l'a dit, on va en garder un pour la gauche, un pour la droite. Déterminer en fonction de k et des autres paramètres du problème les multiplicateurs associés à tous les modes critiques de la structure. De nouveau, 8 points pour cette question-là. Représenter graphiquement les multiplicateurs critiques en fonction de k h³ sur EI. Ok, donc en fait, vous voyez que le kappa, ici, je vous le donne. C'est le nombre adimensionnel qui va nous intéresser. Voilà. Ensuite, dans le cas particulier, k égale à 0, déterminer les valeurs numériques des charges critiques, ainsi que les formes des modes critiques, les modes propres, esquisser-les et interpréter le résultat. Et dans le cas particulier k tend vers l'infini, déterminer les valeurs numériques des charges critiques, ainsi que les formes et modes propres, esquisser-les et interpréter le résultat.